Autour de Chu et du bateau sur lequel il se déplaçait avec d'autres, soudain, un vent fort s'est levé. Le garçon a immédiatement levé la tête pour voir ce qui se passait. En réalité, ce vent était dû à un gars qui allait atterrir sur leur bateau. Chu se demandait ce que c'était. Cet homme est immédiatement atterri sur leur navire, laissant derrière lui une traînée lumineuse montrant qu'il se déplaçait à grande vitesse. L'homme a immédiatement atterri sur le navire et a crié fort, s'adressant aux pirates du fleuve Yangtze pour qu'ils écoutent ses paroles. Il a dit qu'il était le jeune dragon errant Keban, Keedushin, et désormais ce navire était sous la protection de l'alliance Chonmu. Chu ne comprenait pas du tout qui était ce Keedushin. Keedushin lui-même a dit à tous que désormais les gens à bord pouvaient être tranquilles, car l'alliance Chonmu les protégerait tous. Mais soudain, Chu se souvient qu'il connaît quelqu'un de très similaire parce qu'il l'a rencontré auparavant. Il a crié à Keedushin pour savoir s'il était le même bâtard. L'homme a juste regardé Chu avec étonnement parce qu'il ne comprenait pas du tout de qui il parlait. Sur leur navire, les pirates ont immédiatement commencé à crier pour qu'ils s'arrêtent immédiatement. Chu était étonné que les pirates aient obéi à Chwibuli, qui était l'un de ses anciens enseignants. Les pirates ont crié qu'ils, les fils du fleuve Yangtze, saluaient à leur chef. Les navires des pirates se sont immédiatement arrêtés. Chu s'est rapidement retourné et a regardé au loin. L'homme a remarqué qu'une personne portant une cape avec un dragon dessus s'approchait d'eux. Keedushin et Chu se sont tout de suite inquiétés, car juste devant eux se trouvait le roi dompteur d'eau. De plus, Chu a remarqué que ce bateau s'approchait trop près d'eux. Chu a crié à Kudoku de tourner le plus rapidement possible avec ses hommes. L'homme lui-même a pensé que devant eux se trouvait maintenant le chef du gang de bandits, et qu'il ne fallait en aucun cas entrer en collision avec lui. Kudoku et ses hommes ont immédiatement essayé de manœuvrer aussi rapidement que possible pour éviter de heurter le chef du gang de bandits. Et maintenant, le navire du chef du gang de bandits et celui de Chu, Kudoku et Keedushin devaient se heurter. Chu comprenait parfaitement que si cela continuait ainsi, la collision entre les navires était inévitable. Le chef du gang de bandits a tendu la main devant lui. Un puissant coup a immédiatement arrêté le navire sur lequel se trouvaient Chu, Kudoku et Keedushin. Chu n'a pas du tout compris ce qui venait de se passer. Chu a immédiatement compris que le chef du gang de bandits avait arrêté le gigantesque navire par sa seule énergie. Le garçon a réfléchi à quel point leur adversaire était puissant. L'homme est monté à bord, et à ses côtés se tenait un colosse menaçant qui regardait les environs d'un air menaçant. Keedushin a immédiatement fait un geste de respect avec ses mains et a dit au chef du gang de bandits que l'ambassadeur Keban saluait le souverain du fleuve Yangtze. Immédiatement, Song a répété après Keedushin et a dit à l'homme que le fils de la famille Namgun saluait le roi dompteur d'eau. Keedushin voulait lui dire quelque chose aussi, mais il n'a pas eu le temps. Soudain, l'homme qui se tenait derrière le chef du gang de bandits s'est précipité vers lui à grande vitesse. Chu a compris que la situation devenait beaucoup plus dangereuse car cet homme est passé devant lui et il a dû s'écarter. Soudain, le complice du chef du gang de bandits a attrapé Keedushin par le cou et l'a soulevé en l'air, l'étranglant. Le chef du gang de bandits a soupiré et a regardé Chu avec intérêt. Le chef a pensé à quel point il était possible qu'un jeune d'à peine 20 ans ait détecté le mouvement de Junsan, qui maîtrisait parfaitement le niveau de l'énergie lumineuse. Le propre Junsan, à ce moment-là, commençait à serrer la gorge de Keedushin avec force. Le garçon commença à émettre des bruits étouffés. Soudain, Chu s'est tourné vers l'aîné, lui faisant face, tandis que l'homme le regardait interrogativement. Chu a adopté une expression bienveillante et a parlé sérieusement au chef, lui disant qu'il était une personne très connue. Alors pourquoi devrait-il intimider un jeune garçon? Chu a également noté qu'il était préoccupé par le fait que cela pourrait nuire à la réputation du chef, car chaque action a ses conséquences. Le chef a immédiatement répondu que le garçon avait raison, et qu'il ne pouvait pas permettre que sa réputation soit ternie. Il a fait un geste de la main, ordonnant à son homme de relâcher Keedushin. Le complice du chef a immédiatement remarqué l'ordre de son commandant et a relâché sa prise. Keedushin est immédiatement tombé lourdement sur le sol. Le chef du gang de bandits était menaçant avec l'énergie qu'il émanait. Il s'est immédiatement adressé à Chu, lui demandant si le garçon pourrait peut-être lui expliquer ce qui se passait. Chu pensait qu'il devrait résister un peu plus longtemps, car l'alliance Chonmu arriverait bientôt. Chu n'était pas content qu'en plus de tout, ce monstre surgisse de nulle part, et si le garçon ne le touchait pas correctement, il le conduirait directement à Yamaraja, le juge suprême de l'au-delà dans le bouddhisme. Chu a dit au chef qu'il naviguait tranquillement jusqu'à Wuhan, mais soudainement des pirates sont apparus et ont commencé à intimider les gens ordinaires. L'aîné lui a demandé s'il avait décidé de faire preuve de générosité et de sauver tous les innocents. Le garçon a répondu affirmativement. Le chef se tenait menaçant, émettant son énergie puissante. Chu comprenait parfaitement que son adversaire ne croyait pas son mensonge. Sa tête était vide, il ne savait pas quoi faire. Mais alors il se souvint de quelque chose. Chu s'est à nouveau adressé à l'aîné, lui disant que le garçon venait de la famille Yu, située dans le district d'Anping.
dans la province du Henan. Le garçon a continué en disant que le chef ne le savait peut-être même pas, mais leur famille n'avait aucune affiliation avec le Murim. Cependant, Chu a mentionné que leur famille avait un puissant soutien du gouvernement. Le garçon a également dit que son père avait été le prince héritier auparavant, et qu'il était actuellement à Yingfu, surveillant l'héritier de Sa Majesté à la demande de l'empereur. Yingfu est la capitale de l'empire Min. Comme l'enseignait le stratège divin, si tu veux écraser l'adversaire avec des mots, tu dois lui montrer que tu as un puissant soutien de ton côté. Et si ce n'est pas le cas, tu peux mentir avec aplomb. Cependant, le chef a immédiatement dit qu'il se fichait de qui était le fils de ce garçon. Chu a compris que l'homme n'avait pas été dupé et maudit son professeur intérieurement. L'aîné a dit qu'il était un pirate depuis sa naissance et qu'il le resterait jusqu'à la fin de ses jours. Peu lui importait que ce soit le gouvernement ou d'autres clans de combattants qui le persécutent. Chu ne savait pas comment s'en sortir. Il devait encore sauver les passagers, Namgunson, Kaedushin. Et aussi Wandoksam pour l'interroger et obtenir des informations utiles. Mais le chef se demandait comment il pourrait faire face à deux monstres, car avec le niveau actuel du garçon, il ne pouvait même pas toucher les dompteurs royaux de l'eau, sans parler de leur garde. Chu se souvenait que le stratège divin lui avait enseigné deux vérités dans de telles situations. Soit effrayer l'ennemi avec ses peurs, soit l'attirer avec quelque chose qui suscite un intérêt sincère. Chu s'est adressé à l'aîné, lui demandant de ne pas mal interpréter ses mots, et lui a demandé d'écouter attentivement. Chu a dit à l'aîné qu'il ne faisait que rapporter son statut actuel, et a demandé si le garçon pouvait vraiment se permettre d'insulter l'aîné. Le chef a demandé où il voulait en venir. Chu a dit qu'il souhaiterait que l'aîné soit clément et les épargne, mais il avait coulé des dizaines de navires, alors il était peu probable que l'aîné puisse fermer les yeux sur ce fait. Le garçon a continué en expliquant ce qu'il voulait dire. Et si le garçon payait une énorme somme en compensation, qui satisferait le chef du gang de bandits? Chu pensait que l'aîné était un pirate, il l'avait dit lui-même récemment, donc il ne pouvait pas ne pas aimer l'argent. Le chef a demandé au garçon s'il venait de lui proposer de résoudre tout ce problème avec de l'argent. Chu a confirmé ses paroles et a demandé au chef de donner un chiffre qu'il souhaiterait recevoir. L'aîné a seulement esquissé un sourire satisfait. En quelques secondes à peine, le chef a éclaté de rire, a incliné la tête en arrière et a regardé le ciel. Chu pensait que le vieil homme avait perdu la tête en pensant à l'or en lingots. Chu ne comprenait pas du tout ce qui se passait avec ce vieillard. Mais l'aîné s'est rapidement retrouvé en face de lui et a dit que ce coquin lui plaisait. Chu n'avait pas remarqué quand le vieil homme s'était approché aussi rapidement. Il a donc reculé en se demandant comment ce vieil homme l'avait effrayé. L'aîné a demandé à Chu de regarder en haut, vers les montagnes à proximité. Le garçon a levé la tête et a regardé où le chef lui avait indiqué. L'aîné lui a dit que toutes ces personnes avec des épées sur la montagne étaient prêtes dans le cadre de l'alliance Chonmu. Le chef a demandé au garçon s'il comprenait pourquoi ils se tenaient là sans rien faire. Chu a demandé à l'aîné ce qu'il voulait dire par là. Mais il comprenait mentalement que la situation de l'alliance Chonmu était évidente. Le vieil homme a expliqué qu'ils étaient en train de mesurer la réaction de leur adversaire. En apparence, ils se présentent comme des justiciers, et crient leur alliance de tous côtés. Mais en réalité, ils décident mentalement de ceux qui leur seraient le plus bénéfiques. Et s'ils osent déclencher une guerre avec le chef des bandits pour sauver un petit groupe de personnes, les conséquences pour eux seraient dévastatrices. Chu était choqué par les paroles de son interlocuteur. Le vieil homme seul pourrait-il résister à l'alliance Chonmu? Le chef a répondu qu'ils étaient aussi des sectes justes. Alors pourquoi Chu lui proposait-il une transaction pour sauver tout le monde? Chu se demandait s'il devait dire au vieil homme que tous ces voyous étaient nécessaires pour se débarrasser du serviteur, et ainsi sauver le monde entier. Pendant que le jeune homme réfléchissait activement à sa réponse, l'aîné analysait son adversaire. Il se doutait du caractère de ce garçon. Le leader ne put en aucun cas discerner ses capacités, mais un amateur ne pourrait en aucun cas suivre les mouvements de Young-san. Et comme il n'avait même pas pu comprendre jusqu'à ce moment, il ne lui restait plus qu'à tout vérifier lui-même. L'aîné s'adresse à lui, en disant qu'il existe de nombreuses choses dans le monde qui ne peuvent tout simplement pas être résolues par de l'argent. L'aîné ordonna immédiatement à son garde de frapper Kaedushin. Il se rua immédiatement pour attaquer. Quant à Kaedushin lui-même, il restait allongé par terre, totalement vulnérable au coup. Deshin ne put réagir à l'attaque de son adversaire car celui-ci était trop rapide, même pour lui. Chu se précipita immédiatement pour venir en aide à Kaedushin dès qu'il le remarqua. Il cria avec colère au leader, le traitant de vieux fou. Et voilà que le garde du chef de la bande de bandits porta une attaque habile et rapide à Kaedushin, précise et sans pitié. Mais cette attaque fut immédiatement repoussée par un mouvement habile de Chu, qui avait réussi à atteindre Kaedushin et Young-san. Le jeune homme cria à Kaedushin en demandant pourquoi il s'était laissé prendre au dépourvu, car il aurait dû esquiver cette attaque. À cela, Dushin réagit immédiatement comme s'il sortait d'une transe. Kaedushin sauta immédiatement par-dessus bord du navire sur lequel il se trouvait. Quant à Chu lui-même,
Il était confronté à un énorme problème qui se dressait devant lui. La peur du chef de la bande de bandits s'abattit déjà lourdement sur lui avec sa massue. Le coup tomba immédiatement sur la poitrine de Chu, qui cria en jurant. Malgré tout, après une attaque aussi puissante de son adversaire, Chu ne parvint qu'à une seule conclusion raisonnable à ses yeux, qu'il ne pourrait vaincre cet homme qu'en un seul coup. Le garçon argumenta que son adversaire était un maître qui avait atteint le stade initial du ki brillant, de sorte que si le combat se prolongeait, Chu serait certainement vaincu. Ainsi, Chu décida de mettre toute sa force dans une seule attaque. Le garçon pensait que sa force était la plus proche de l'origine, remplie de la plus pure énergie naturelle du ki. En termes de puissance et de qualité, elle était supérieure à l'énergie interne accumulée dans Dantian. Chu comprenait parfaitement que Young-san ne pourrait ni esquiver ni arrêter son coup. Pour cette technique de combat, Young-san esquissait simplement un large sourire, tandis que Chu était très surpris et déconcerté par la réaction de son ennemi. Mais soudainement, Chu reçut un autre coup par derrière, du chef de la bande de bandits lui-même. Chu s'effondra immédiatement sans force, car le coup était précis et habile, visant à le mettre hors de combat. Chu pensa que cet homme était le chef d'un clan de criminels, et qu'il avait gagné de manière déloyale dans le combat. Le garçon traita le roi dompteur d'eau de véritable salaud. Après ces mots, Chu s'évanouit immédiatement, heurtant sa tête contre le sol du navire. Son, qui se tenait à côté tout ce temps, s'écria le nom de son oncle et saisit immédiatement la poignée de son épée tranchante. Le chef de la bande de bandits s'adressa déjà à Son, disant au jeune homme qu'il valait mieux ne pas faire d'actes imprudents. Cependant, Son était choqué et terrifié par le fait que le roi dompteur de l'eau avait pu le subjuguer d'un simple regard. Le jeune homme comprit que son oncle Chu se battait au prix de sa propre vie pour le sauver. Son se méprisait lui-même, car il ne faisait rien à ce moment-là. En fait, il avait trop peur de bouger. Mais voilà que le jeune homme rassembla toutes ses forces en un point et déclara avec confiance en lui-même qu'il sauverait certainement son oncle Chu. Le jeune homme, toujours la main sur la poignée de son épée, commença à la dégainer de son fourreau. Face à cette action, le vieil homme soupira simplement et observa les actions du jeune homme. Son était résolu et sérieux, parce qu'il avait décidé de sauver son oncle Chu, quoi qu'il en coûte, même s'il devait sacrifier sa propre vie. Le chef de la bande de bandits était très surpris que le jeune homme ait la volonté de l'épée. Selon la couleur pâle de l'épée, il semblait que le garçon n'avait pas encore maîtrisé parfaitement cette technique, mais c'était certainement la volonté de l'épée. L'homme se demandait d'où venaient ses talents naturels. L'un d'eux résiste à son serviteur Young-san, tandis que l'autre rompt son art de contrôler le ki. Cependant, comme l'a remarqué le chef de la bande, Son n'était pas dans la meilleure condition en raison de la force débordante qui avait envahi son esprit. Le vieil homme sourit tout en analysant la situation autour de lui et en réfléchissant à la manière de procéder. Et c'est ainsi que le chef de la bande informe Son qu'à son avis, le garçon est un parent de ce scélérat de chansons. Son attaque immédiatement, dégainant complètement la lame de son épée. Le chef de la bande de bandits lui-même déclare qu'il ne peut pas tuer le garçon et ainsi l'empêcher de voir ce que ce jeune bourgeon deviendra. Il lève sa jambe pour frapper. Au même moment où la jambe du chef de bande frappe le sol du navire, tout autour commence à trembler légèrement. En réalité, d'un simple coup de pied, le vieil homme parvient à provoquer des vagues qui entourent le navire comme deux murs solides. Et ainsi, un certain temps s'écoule depuis cet événement. Une délicieuse odeur s'échappe du bois. Cette odeur parvient jusqu'à Chu, qui est toujours étendu, épuisé. Cependant, le garçon ouvre les yeux et regarde avec curiosité où il se trouve. Mais la première chose qu'il voit, c'est un plat de poulet rôti devant lui, dégageant une délicieuse odeur. Jung-san est assis en face de Chu et déguste également un morceau de poulet. Apparemment, on lui a ordonné de veiller sur le garçon pendant qu'il reprenait des forces et se reposait. Chu, quant à lui, était très surpris par cela, car il pensait que la mort le guettait. C'est alors que le chef de la bande s'adresse au garçon avec une demande pour que Chu apaise sa faim. Il précise également que Young-san a personnellement capturé et cuisiné de la nourriture pour eux. Le roi dompteur d'eau annonce immédiatement à Kudoku que le feu s'éteint. Ensuite, il se tourne vers Chu en lui disant qu'ils ont de la viande insuffisamment cuite et qu'ils la feront griller pour chaque personne. Le vieil homme dit à Chu à nouveau que son estomac doit être vide, alors il devrait manger de la viande et boire quelque chose. Chu se retourna immédiatement et chercha ses amis autour de lui. Il commença à demander aux autres où se trouvaient Son et cet imbécile de Kudoku. Le garçon OSA suggérait qu'ils avaient fait quelque chose de mal avec les autres gars. Rien que d'y penser, il était en colère. Ses yeux devinrent rouges, et son aura devint oppressante. Cependant, le roi dompteur d'eau lui répondit de ne pas s'inquiéter pour ses camarades, car il les avait épargnés et les avait remis à l'alliance Shonmu. Chu demanda de nouveau au chef s'il était vraiment décidé à les épargner. Il reçut une réponse affirmative, et on lui dit aussi que le fils de la famille Namgun s'était légèrement blessé, mais qu'il se rétablirait rapidement dès qu'il se réveillerait. Chu décida de ne pas répondre,
se contentant de regarder son interlocuteur avec une excitation dans les yeux. Ensuite, le chef de bande dit à ce vaurien de ne pas s'inquiéter pour son neveu, et que bien qu'il soit lié à Chanson par un destin maléfique, il ne les écraserait pas seulement pour cette raison. À ces mots, Chu soupira de soulagement en réalisant que son neveu était toujours en vie. Mais soudain, son ventre gronda bruyamment, et il le couvrit de sa main. Le vieil homme dit à Chu qu'il savait qu'il aurait faim. Alors que Chu commençait à soupçonner que la nourriture de ce vieil homme pourrait être empoisonnée, le chef lui dit, comme s'il lisait dans ses pensées, que plus il pense, plus il s'empoisonne lui-même. Chu prit une bouchée de viande et déclara que c'était délicieux. Cependant, il était toujours un peu inquiet que quelque chose ne soit pas normal dans la nourriture. Le vieil homme observa avec plaisir comment Chu dévorait un morceau de viande et lui dit d'en manger plus. Et soudain, une voix se fait entendre, disant qu'il ne reste plus qu'une dernière aiguille à enfoncer dans le corps. Le guérisseur essuie son front, enlevant les gouttes de sueur après le travail difficile qu'il a accompli. Il soupire de fatigue et déclare que tout est prêt. Le vieil homme commente alors que le roi dompteur d'eau a inexplicablement manifesté de la compassion envers son adversaire. Kudoku lui-même est étonné, car battre un homme à moitié à mort était une manifestation de compassion pour le roi dompteur d'eau. Le vieil homme poursuit en disant à quel point l'élève du chef de clan peut être stupide. Le vieil homme explique que sans le roi dompteur d'eau, il aurait sombré dans la folie depuis longtemps et serait maintenant invalide. Il ne savait pas ce que le roi dompteur d'eau pensait de ce garçon, mais il a non seulement forcé la circulation du ki démoniaque en lui, mais l'a aussi rompu complètement. Seul le roi le savait. Le vieil homme dit à Kudoku de veiller sur le garçon et qu'il doit partir pour envoyer une lettre à la famille Namgun. Il ajoute qu'il faut apaiser la colère du roi de l'épée avant qu'il n'entre en rage folle dès qu'il entendra les nouvelles. Kudoku se rappelle ce qui s'est passé en ce court instant. Lorsque son attaquait avec toute sa rage le roi dompteur d'eau, l'homme a réussi à briser son attaque en frappant le sol du bateau avec son pied. Son regardait alors le roi dompteur d'eau avec une colère sauvage dans les yeux. Le vieil homme, avec un regard menaçant, ordonne aux gens de l'alliance Shonmu de partir au plus vite. Les gens étaient horrifiés et observaient la terrifiante bagarre entre les deux rivaux puissants. Mais après les paroles du vieil homme, ils commencèrent à battre en retraite. Le roi dompteur d'eau et son serviteur sautèrent ensuite du navire. Le serviteur du roi continua à porter Chu sur son épaule. Ils sautèrent sur une sorte de petit radeau et se dirigèrent dans leur direction. Kudoku se précipita vers Son, qui était épuisé, et s'effondra sur le sol, laissant tomber son épée de sa main. Kudoku ne se souvient que vaguement de ce qui s'était passé, et il se demandait pourquoi le roi dompteur d'eau avait besoin du jeune monsieur Yu. Pendant ce temps, Chu était assis près du roi dompteur d'eau, de Young-san et de Kudok près du feu, où ils continuaient à griller de la viande pour un festin collectif. On lui tendit soudainement un autre morceau de viande, comme pour lui demander s'il avait encore faim. Chu le regarda d'un air interrogateur. Young-san, avec un sourire doux et amical, lui tendit un autre morceau de viande qu'il avait grillé. Le garçon fut surpris car, lorsqu'il se battait contre lui, il avait attaqué comme un tigre sauvage. Chu détourna la tête pour évaluer à nouveau la situation autour de lui. Chu pensa qu'en apparence, c'était juste un vieil homme ordinaire. Le garçon ne comprenait pas comment une personne pouvait changer autant. Il se demanda même si ce vieil homme avait une personnalité multiple. Et maintenant, le roi dompteur d'eau propose à Chu de boire avec lui. Le roi dompteur d'eau demande à Chu quel âge il a, tout en versant de l'alcool dans un petit pichet. Chu prend une gorgée d'alcool, réfléchissant à sa réponse. Chu prend une autre gorgée et répond que pour l'instant, il a 17 ans. Le vieil homme dit alors qu'il n'a même pas 20 ans, mais il possède déjà de telles compétences. Il demande au garçon s'il a un professeur qui lui a enseigné de telles techniques. Chu se demande pourquoi le vieil homme pose toutes ces questions, se demandant s'il est simplement curieux. À ce moment-là, quelque part chez le professeur de Chu, il se gratte la tête. Le vieil homme demande de nouveau à Chu de se dévoiler et de dire qui l'a formé. Chu finit par répondre au roi dompteur d'eau en disant que son gendre l'a formé et qu'il vient de la famille Tam de Hubei. La famille Tam, quant à elle, est une famille liée au milieu militaire plutôt qu'au Murim, se concentrant sur les arts martiaux pratiques du domaine militaire. Chu comprenait que sa principale préoccupation n'était pas de s'enfoncer dans tous les détails. Le vieil homme lui dit que même dans cette région de clan militaire, le garçon pensait-il vraiment qu'il ne connaissait rien aux arts martiaux de la famille Tam. Le roi dompteur d'eau dit au garçon que l'art martial de la famille Tam est audacieux et puissant, loin d'être aussi souple et flexible que celui de Chu. De plus, la technique de la paume avec laquelle Chu avait attaqué Young-san était très différente de la pratique courante du ki interne. Le ki interne est une technique qui accumule le ki à l'intérieur du corps. Le vieil homme dit au garçon qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental ici. À ces mots, Chu commence à s'inquiéter un peu. Chu est étonné que même le roi de l'épée n'ait pas compris cela. Le vieil homme remarque que pour un jeune homme, son regard en dit déjà long.
Le garçon regarde à nouveau le roi dompteur d'eau et lui demande s'il est encore intéressé par quelque chose. Le vieil homme répond affirmativement à Chu, disant qu'il est bien sûr intéressé, car c'est la première fois qu'il voit quelqu'un utiliser l'énergie de cette manière. Le vieil homme continue en disant que puisque Chu dit qu'il a été formé par son gendre, cela signifie qu'il n'a pas de professeur dans le Murim. Chu répond affirmativement à cela, tout en pensant qu'il ne peut pas révéler les noms des 6 saints. Le roi dompteur d'eau soupire simplement à cela, affichant un sourire satisfait sur son visage. Il dit que puisqu'il n'a actuellement pas de professeur, alors pourquoi le garçon ne deviendrait-il pas son élève? À ces mots, Chu ouvre grand les yeux de surprise, se demandant quel genre d'absurdité cet homme âgé est en train de dire. Le roi dompteur d'eau demande au garçon s'il n'a pas lui-même dit précédemment qu'il paierait pour tous les ennuis qu'il avait causés. Le vieil homme dit que le garçon deviendra son élève, et qu'il agira comme si rien ne s'était passé. Dans sa tête, Chu panique, car il est destiné à devenir le héros qui sauvera le Murim à l'avenir. Et voilà qu'il est l'élève maudit d'un pirate. De plus, le plus important est que son père est une personnalité respectée au gouvernement. L'homme âgé lui a dit que puisqu'il est maintenant son élève, il devrait abandonner les salutations démodées et les génuflexions, et plutôt boire un verre d'alcool avec lui. À cela, Chu commence à reculer, demandant à son grand-père qui est cet homme pour prendre une telle décision. Le roi dompteur d'eau, d'un air menaçant, déclara qu'il était celui qui avait pris cette décision et dit que sa main lui faisait déjà mal à force de tenir la chope. Le chef a commencé le compte à rebours. Chu a immédiatement commencé à parler, comme il l'avait déjà fait plus tôt, de son père qui était un homme très respecté, et qu'il était aussi le prince, et qu'il était toujours le professeur de son Altesse l'héritier, alors il ne comprenait pas du tout pourquoi il devrait devenir pirate. Mais le chef se fichait complètement de cela, et il demanda au garçon s'il ne pouvait pas devenir pirate puisque son père était fonctionnaire. Et c'est alors que Chu cria au vieil homme, lui demandant de le faire devenir pirate, et il dit que son père serait profondément déçu de son fils, demandant s'il pouvait être un fils plus vilain. Le roi dompteur d'eau commença à réfléchir à cela. Mais soudain, le chef montra son poing au garçon avec un air menaçant, et lui fit comprendre qu'il devait peut-être le frapper. À ces mots, Chu tomba en arrière avec étonnement, car il ne s'attendait vraiment pas à une telle agression de la part du roi dompteur d'eau. Immédiatement après, le chef parla au garçon du fait qu'il avait entendu de Ku Dok que Chu était également un excellent nageur, et qu'avec un tel talent pour la natation, il était destiné à devenir pirate. Le garçon ne put rien répondre à cela, il était abasourdi, car il ne pouvait rien réfuter. De plus, il avait été dit que résister à Yong-san à un si jeune âge était un talent qui n'apparaissait qu'une fois tous les 1000 ans, selon le vieil homme. Le roi dompteur d'eau ajouta également que Chu pensait-il sérieusement qu'il pouvait laisser passer un tel talent si facilement, alors qu'il était juste devant lui. Chu savait qu'il ne pourrait pas se soustraire facilement à cet homme âgé. Le chef commença à retrousser ses manches et dit au garçon qu'il voyait beaucoup de doute dans ses yeux. Mais le roi dompteur d'eau leva à nouveau la jambe pour frapper et dit qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'il devrait réduire le temps de réflexion du garçon. Tout à coup, Chu eut l'impression d'une sorte de déjà-vu, car il se souvint avoir déjà vu quelque chose de similaire quelque part. Immédiatement, des cris retentirent dans la forêt alors que Chu hurlait de douleur. À ce moment-là, le feu de camp était déjà éteint, sur lequel Jung-san grillait les morceaux de viande pour les autres. Chu était assis à genoux devant le roi dompteur d'eau, épuisé et meurtri. Le roi avait déjà bu les dernières gouttes d'alcool de sa cruche. Le chef demanda au garçon s'il avait déjà décidé s'il serait son élève. Chu demanda alors au vieil homme de lui accorder un peu plus de temps pour prendre sa décision. Mais dès que le vieillard songeait à se lever pour recommencer à frapper le garçon, celui-ci accepta immédiatement la proposition du chef. Le roi dompteur d'eau maugréa, disant qu'il aurait dû agir ainsi dès le début et accepter la proposition du vieil homme. Mais en pensée, Chu envoya le vieil homme au diable, car il allait devenir son élève, mais en toute honnêteté, il n'avait absolument pas le temps pour cela. Mais Chu posa immédiatement une condition au roi, disant que tout cela serait temporaire. Le chef répéta les mots du garçon avec étonnement. Le garçon comprenait qu'il devait rapidement trouver Wan Doksam et se rendre à l'Union Chonmu. Chu comprenait qu'il n'avait toujours pas pu obtenir les informations nécessaires de Wan Doksam sur le deuxième trésor. Il devait donc s'approcher de lui par tous les moyens et découvrir l'emplacement du trésor avant le maudit serviteur. Le roi dompteur d'eau pensa aux paroles du garçon sur le caractère temporaire de la situation. Chu comprenait qu'il devait se rendre rapidement à l'Union Chonmu pour cela. Et là, Chu réalisa qu'il devait essayer de faire pression pour défendre son point de vue, et peut-être que le vieil homme accepterait soudainement cette condition. Chu dit au chef que si jamais toute la vérité sur le fait que Chu était devenu l'élève du roi dompteur d'eau était révélée, alors tous se retourneraient contre lui. Comme le garçon le notait dans ses pensées, l'Union Chonmu en particulier le ciblerait.
Chu dit aussi au chef qu'il se transformerait alors en grenouille, ne restant plus qu'à regarder la rivière Yangtze. Ainsi, Chu demanda au vieil homme de lui ouvrir la voie. Le roi dompteur d'eau entendit les paroles du garçon, qui lui disait de gagner de l'expérience et, à l'avenir, de développer les pirates du Yangtze, à un point tel qu'il dominerait toute la Chine. Le chef fut étonné que même lui, en tant que chef le plus puissant de l'histoire du groupe, n'ait pas pu conquérir toute la Chine, mais si le garçon y parvenait. Chu remarqua que le roi dompteur d'eau avait quand même succombé à ses ruses. Alors, le chef dit au garçon que puisqu'il avait acquis un tel élève, il devrait faire preuve de patience. Mais il nota que s'il venait de le tromper, il ne ménagerait aucun effort pour effacer toute trace de lui de la surface de la terre. Chu accepta cela avec horreur, confirmant ainsi que tout ce qu'il avait dit auparavant était vrai. Le roi dompteur d'eau ordonna immédiatement à Jung San de transmettre l'ordre du vieil homme à tous les pirates du Yangtze. En particulier, que désormais Yu Hyong serait le jeune maître de leur Yangtze, mais pas un mot à son sujet ne devait filtrer. Mais le roi dompteur d'eau déclara que si quelqu'un venait à l'apprendre, il jurerait sur son nom honnête qu'il punirait immédiatement le coupable. Après un certain temps, Chu était déjà assis dans un bateau et pagayait sur les vagues, les coupant doucement avec ses rames. Chu pensa que son obéissance au vieil homme n'était pas du tout due au fait qu'il avait été violemment battu précédemment. Tout. Ce qui se passait maintenant était une stratégie soigneusement réfléchie par le garçon. Plus tard, Chu comprit qu'il absorberait quand même une foule de pirates du Yangtze qui tomberaient entre les mains du serviteur. Et dès que Chu aurait consommé tous les trésors spirituels et les herbes spirituelles, il pourrait écraser ce vieil homme misérable d'un seul coup de sa main gauche. À ce moment-là, le roi dompteur d'eau était assis paisiblement sur une pierre près d'un tas d'herbes vertes et longues. Il sirotait du saké tout en maintenant son pied avec l'autre main. L'atmosphère était détendue. Mais soudain le père cria au vieillard, disant qu'il était un foutu aquatique. Le vieillard ne fit que lever les yeux avec lassitude et regarda l'homme, qui avait l'air très en colère et irrité. Le vieillard lui demanda si cet homme était Chanson, à quoi il répondit immédiatement que oui, c'était bien lui, puis il traita de maudit vaurien le roi. Chanson criait à qui mieux qu'il avait prévenu le roi dompteur d'eau de ne pas toucher à ses enfants. Le vieillard lui demanda simplement pourquoi il était si sot. Le roi dompteur d'eau dit à Chanson qu'il avait mal compris les choses et qu'il avait appris plus tard que son petit-fils était également à bord. À cela, Chanson dit qu'il avait appris l'existence de Song en chemin. L'homme dit qu'il avait entendu dire qu'il avait nettoyé sa circulation. Le vieillard lui répondit immédiatement qu'il était déjà au courant. Le roi dompteur d'eau s'enflamma soudainement de colère et se mit à crier sur Chanson, comme un feu hors de contrôle. Sa voix résonna sur le champ de bataille comme un tonnerre grondant, se demandant pourquoi diable il s'en prenait à lui, car c'était le vieil homme qui l'avait sauvé de sa propre folie, et donc Chanson devait lui être très reconnaissant. À ces mots, Chanson décida de ne pas rester silencieux. Il était certainement bouleversé par le fait que son cher ami Yu Hyong pouvait être en danger. Chanson cria si fort que sa voix déchira l'air et traversa le champ de bataille comme un tonnerre fatal. Il ajouta que si ne serait-ce qu'un cheveu tombait de sa tête, il transformerait le Yangtze en mer de sang. Sa menace résonnait terriblement et de manière inflexible. Chanson était prêt à tout sacrifier pour sauver son parent et remporter cette confrontation. Cependant, le roi dompteur d'eau, regardant Chanson, lui demanda si Chu était son élève, à quoi il répondit que cet homme délirait. Mais dans l'instant suivant, le roi dompteur d'eau changea de sujet comme s'il passait à un autre sujet. Il dit qu'il était peut-être possible de le considérer comme un élève. Cependant, le vieil homme ne crut pas du tout en ces paroles, et comprit que ce n'était pas Chanson qui était son professeur. Il pensa que c'était une malchance que Chu soit maintenant son élève. Il demanda à Chanson ce qu'il prévoyait de faire, s'il ne pouvait pas le ramener. Chanson se mit immédiatement à hurler et, en traitant le roi dompteur d'eau de fil de pute, saisit la poignée de son épée tranchante. Chanson était si rapide et agile que chacun de ses mouvements semblait être une danse élégante. Avec cette grâce incroyable, il fit une attaque à l'épée en direction du chef. L'homme cria qu'il maudissait ce foutu aquatique. Cependant, le chef parvint à esquiver l'attaque qui aurait pu être sa dernière. SE's réflexe était aiguisé comme un rasoir, et il réagissait instantanément au danger. À cet instant, tout autour de lui sembla figé, comme si le temps avait ralenti sa course. Le roi dompteur d'eau était furieux de cette grossièreté et de cette insolence. Il cria fort et enragé à Chanson, le qualifiant de maudit escrimeur. Le vieil homme avait à peine réussi à esquiver l'attaque que lui portait l'homme. Le chef se précipita vers l'eau et sauta sur un morceau de planche en bois, ce qui s'avéra être une excellente opportunité pour lui. Le vieillard cria à l'homme qu'il avait failli l'envoyer de l'autre côté. Korol upravitel vodi voskliknul, Neuzeli Chanson réellement avait l'intention de lui ôter la vie. Le sang bouillonnait de colère en lui, et ses yeux brillaient d'une flamme bleue. Ce fait le mettait hors de lui.
Chanson lui répondit immédiatement en lui disant que le vieil homme pensait sérieusement qu'il était venu ici pour faire des blagues. En réalité, tout était très sérieux. Chanson cria avec un ton autoritaire que cet homme aquatique devait sortir de l'eau maintenant, car il le découperait en morceaux de ses propres mains. Le roi dompteur d'eau regarda seulement son adversaire, rassemblant ses forces et ses pensées, car il ne voulait en aucun cas perdre. Le vieil homme lança un cri à Chanson pour qu'il l'attaque, afin qu'il voie qui gagnerait dans leur duel. Depuis la scène, Jun-san observait. À ce moment-là, il avait réussi à attraper un autre gros sanglier pour le faire cuire plus tard et se rassasier. Les vieillards criaient constamment à leur adversaire de passer à l'attaque en premier, à moins bien sûr qu'il n'ait eu peur. Jun-san soupira simplement de lassitude, car il semblait avoir assisté à de nombreuses bagarres similaires, et ces jeux d'enfants le fatiguaient. C'est pourquoi il décida de poursuivre ses propres affaires. Le roi dompteur d'eau soupira, se demandant pourquoi ils agissaient comme des enfants. Après tout, ils étaient des adultes, et ils devraient résoudre leurs problèmes comme tels. Le vieil homme demanda à Chanson d'arrêter, car le garçon s'était enfui depuis longtemps et devait déjà être à Wuhan. À cela, Chanson demanda avec étonnement s'il disait la vérité. Le roi dompteur d'eau sortit rapidement de l'eau d'un mouvement agile, atterrissant juste à côté de Chanson. Le vieil homme confirma ses paroles en traitant Chu de misérable. Chanson pensa que même si le vieil homme était un criminel, il n'aurait pas menti de manière aussi vile. Immédiatement après ces mots, Chanson remit son épée dans son fourreau, montrant ainsi au vieil homme qu'il était désormais en paix et qu'il ne l'attaquerait pas. C'est seulement maintenant que Chanson décida de remercier le roi dompteur d'eau de lui avoir sauvé son neveu. Le vieil homme était offensé que l'homme ne le remercie qu'après avoir failli le tuer. Le chef leva alors sa main en signe de paix. De nulle part, une coupe et une théière d'alcool, qu'il avait partagées avec Chu plus tôt, tombèrent devant lui. Le roi dompteur d'eau proposa immédiatement à Chanson de boire un verre avec lui avant de partir, afin d'alléger son cœur. Chanson accepta, tout en pensant que la priorité était de s'assurer que Yong était en sécurité et qu'il devait maintenant se rendre rapidement à l'union de Shonmu. Soudain, 2 lames de sabre de pirate furent placées autour du cou de Chu. Il était choqué et ne comprenait pas ce qui se passait. Une grande quantité de navires remplis de pirates ennemis les entouraient constamment. Chu commença à dire qu'il s'appelait Yu Hyong et qu'il y avait eu un malentendu entre eux. Un des pirates dit à Chu que l'union déciderait elle-même si c'était un simple malentendu, et Chu devait se laisser attacher docilement. Chu pensa qu'il se dirigeait de toute façon vers l'union de Shonmu pour rencontrer Hwan Doksam. Il valait donc mieux ne pas faire de vagues pour l'instant. La charrette avança dans la ville. Chu regardait avec étonnement et intérêt ce qui se trouvait devant lui. Devant eux se dressait une belle et grande ville. Autour de certaines maisons, il y avait de petits étangs. La charrette avec les chevaux continuait de traverser les rues vides entre les bâtiments résidentiels. Chu avait l'impression d'être dans une forêt de pavillons. Chu continuait d'observer tout autour de lui avec un enthousiasme incroyable. Il ne se fatiguait pas d'explorer cet endroit étonnant. Les hautes maisons de la ville lui semblaient être des tours célestes destinées à toucher les nuages. Leur architecture était incroyablement variée, et chaque maison avait sa propre histoire unique. Les étangs frais, ornés de nénuphars et de lotus, ajoutaient un charme particulier à l'ensemble. L'eau y scintillait comme un miroir magique, reflétant le ciel et la nature environnante. Chu ressentait qu'il se fondait dans cette harmonie entre la nature et la ville. Cependant, l'homme à côté de lui avait entendu parler du fait que ce guerrier avait vaincu seul tous les brigands de montagne et avait résisté aux pirates de Yangtze. Mais maintenant, il pensait en lui-même que ce guerrier ressemblait actuellement à un simple garçon, tout à fait approprié à son âge. Chu, de son côté, se demandait à quel point les gens respectaient le chef de Shonmu. Chu pensait que s'il devenait le héros qui mettrait fin au chaos, il pourrait être nommé nouveau chef de l'Union en reconnaissance. À ce moment-là, une image commençait à se former dans l'esprit de Chu, où il devenait chef. Et toutes les personnes autour de lui le saluaient en disant qu'il était un héros de Murim et le chef le plus puissant de l'histoire de l'Union Shonmu. Chu pensait que ce n'était que de la propriété personnelle de la famille Yu, tandis que sa profession était celle de chef de l'Union Shonmu, respectée dans tout Murim. Mais existe-t-il un plan pour la vieillesse qui soit aussi parfait que celui-ci? Pour que cela se réalise, Chu devait d'abord s'occuper de Hwan Doksam. Il devait donc le trouver. Dans ce grand bâtiment qui semblait incarner la sagesse et la grandeur, un grand conseiller s'acquittait avec zèle et dévouement de sa tâche ardue au service de l'Union Shonmu. Cet endroit était devenu pour lui une sorte de sanctuaire, où chaque pas, chaque décision et chaque mot revêtaient une importance et une responsabilité considérables. Le bâtiment était empreint de silence et d'une atmosphère de concentration lorsque le conseiller prenait des décisions importantes et protégeait l'Union contre d'éventuels dangers. Et maintenant, cet homme et Chu, avec des cœurs remplis de détermination et d'espoir,
ouvraient prudemment la porte et entraient dans la pièce où se trouvait le chef de l'Union Shonmu. À ce moment-là, leurs pas semblaient être une marche solennelle, et leurs regards étaient emplis d'attente et d'excitation. Et voilà, ses yeux s'ouvrent immédiatement en grand. Une goutte de sueur coule comme un fleuve sur son visage. À cet instant, il réalise qu'il se trouve devant quelque chose qui fait battre son cœur plus vite et fait circuler son sang dans ses veines plus fort. La goutte de sueur, telle une rivière, glisse sur son visage, laissant des traces d'humidité sur sa peau. L'homme, dès qu'il franchit le seuil de la pièce, s'incline immédiatement et salue en disant qu'il est honoré, et annonce que le vice-chef du groupe du Dragon Vert, Paek Songshan, salue le chef de l'Union Shonmu. Chu, quant à lui, reste perplexe et continue simplement de se tenir debout à côté. Il s'avère que l'homme en vert qu'il a rencontré est apparemment le vice-chef du groupe, tandis que le chef de l'Union Shonmu est également présent. L'homme se tient dos à toutes les personnes dans la pièce, regardant par la fenêtre. Et voilà, le chef de l'Union Shonmu dit à Chu d'entrer rapidement, ce que le garçon fait calmement en entrant dans la pièce. L'homme continue en demandant au garçon si son nom est Yu Hyeon, demandant s'il se trompe. L'homme lui-même s'appelle Lee Akson, et, en termes de statut, est le chef de l'Union Shonmu, le guerrier blanc. La parole de Lee Akson sonne doucement et paisiblement. Mais pourquoi y a-t-il autant de poids derrière? Ce n'est pas une soif de meurtre, c'est simplement la supériorité du plus fort, qui glace les gens d'horreur au premier regard. Les enseignants de Chu lui avaient dit que si Lee Akson avait survécu et pris la tête de la lutte, ils auraient peut-être réussi à arrêter le serviteur du chaos. Chu se tourne vers Lee Akson et dit que c'est leur première rencontre, et il se présente en disant qu'il s'appelle Yu Hyun. Lee Akson remarque qu'à peine Yu Hyun a-t-il atteint l'âge de 17 ans, mais l'énergie du garçon est déjà montée au moins au niveau de la coupe du ki. Lee Akson dit à Chu qu'il a complètement le regard d'un dragon, et le chef de l'Union Shonmu avait entendu parler du fait que le garçon avait affronté le roi des dompteurs d'eau en 1 contre 1. Alors est-ce que cela signifie que cette information était vraie? Chu réfléchit au fait que l'un d'eux est le maître de son propre maître, Shegal Subom, et l'autre est le chef de l'Union Shonmu, devant lequel même ses propres enseignants se prosternaient, Lee Akson. Chu ne commence que maintenant à se rendre compte qu'il est comme entré dans la tanière du tigre lui-même, alors le garçon devrait vraiment rassembler ses pensées. Et voilà, l'homme en vert s'adresse à Chu, lui demandant s'il est le responsable des troubles sur la rivière Yangtze. Chu leur dit qu'ils savent déjà qu'il vient de la famille Yu, et que son père est conseiller de l'empereur. Chu se demande s'il aurait pu faire semblant de ne pas remarquer comment les gens autour de lui souffraient des actes de piraterie. L'homme répond au garçon que c'est précisément pour cette raison que Chu s'est battu au nom de la justice. L'homme dit à Chu que c'est acceptable. Mais alors qui était cet homme d'âge moyen avec lui? Chu demande qui exactement ils ont en tête en parlant de l'homme d'âge moyen. L'homme répond que c'est assez étrange, car selon les témoignages des passagers, Chu s'est immiscé de manière inattendue dans son affrontement avec les pirates. Chu se met à réfléchir. L'homme d'âge moyen, Hwang Dok-sam. Chu est sûr qu'ils l'ont déjà interrogé. Mais il n'a pas dit qu'il avait demandé à propos de la conque millénaire. Alors Chu n'a qu'à inventer une raison convaincante pour expliquer pourquoi il est intervenu dans son combat contre les pirates. Chu se précipite vers une jeune femme à côté de lui qui verse du thé dans une tasse. Cette action est immédiatement remarquée par Lee Akson, bien que cela ait été rapide, précis et presque imperceptible pour un œil non averti. Lee Akson parvient immédiatement à saisir Chu et à empêcher l'attaque contre la jeune femme. L'homme s'écrie alors pour demander ce que cela signifie. En réponse, Chu dit que cette action était sa réponse. Lee Akson, tout comme Chu à l'époque, s'est simplement immiscé dans son combat. C'est ainsi qu'il pouvait montrer de la manière la plus précise et la plus visuelle ce qui s'est réellement passé. Lee Akson sourit malicieusement et déclare qu'il croit les paroles de Chu, que le garçon s'est précipité sans hésiter pour sauver les civils à bord du navire. L'homme relâche la prise sur le bras de Chu et admet finalement sa défaite. À ces mots, Chu sourit astucieusement. Il n'est même pas surpris d'avoir réussi à vaincre le chef et les autres, car sa preuve était incontestable sous tous les angles. Lee Akson déclare qu'ils estimeront que le garçon était simplement animé par un immense sens de la justice à ce moment-là. Chu demande alors ce qu'il est advenu de cet homme dont il parlait. L'homme en vert répond que précédemment, le garçon prétendait ne pas avoir de lien avec cet homme. Mais pourquoi s'intéresse-t-il immédiatement à son état de santé? Parce qu'il a entendu dire que Chu avait usé de violence. D'un geste brusque et bruyant, Chu frappe la table de son poing et crie que c'est parce qu'il était extrêmement en colère à l'époque, car il avait presque mis en danger des innocents autour de lui. Chu était curieux de savoir s'ils allaient se mordre à l'hameçon, car en partie ce qu'il avait dit était vrai. L'homme lui répondit immédiatement qu'il était en détention parce qu'il l'avait enfermé en vue de l'interroger sur l'incident.
L'homme s'adresse à Chu et lui demande s'il souhaite le rencontrer, ce qui surprend beaucoup le jeune homme car il prévoyait de l'interroger en profondeur. Chu est étonné parce qu'il lui propose de l'interroger, et il semble que ce soit un piège, car il lui offre cette opportunité trop facilement. L'homme lui demande s'il ne le souhaite vraiment pas. Chu se demande s'ils ont l'intention de surveiller leur interrogatoire pour découvrir quelles étaient les intentions de Chu en sauvant Hwang Doksam. Chu pense que bon, il mordra à l'hameçon, mais seulement parce qu'il doit découvrir où se trouve la conque millénaire. Le jeune homme répond à l'homme qu'en réalité, il le souhaitait, au contraire, il avait l'intention de leur demander ce service. Ce Hwang Doksam a mis en danger tant de personnes pour son propre bien-être. Mais Chu décide quand même que tout se fera à sa manière. L'homme dit au garçon qu'il préviendra les gardes à l'avance, donc Chu peut venir à tout moment. L'homme se demande cependant combien de temps Chu pourra conserver cette expression rusée sur son visage. Chu remercie l'homme pour cela. En fin de compte, Chu est interrogé sur pourquoi le roi dompteur des eaux l'a épargné. Cette question a été longtemps attendue par Chu. Chu répond à l'homme qu'il a convenu avec lui qu'il indemniserait tous les dommages causés, à savoir qu'il paierait pour les navires coulés et les pirates blessés. Et voilà que le vice-président de l'Union de Shonmu et Lee Hakson commencent à regarder Chu avec méfiance. Le chef de l'Union Shonmu demande au garçon s'il les prend vraiment tous pour des imbéciles, et prétend que le roi dompteur des eaux aurait dû le tuer, mais il l'a curieusement épargné. Mais en réponse, Chu dit seulement qu'il devrait poser la question au roi dompteur des eaux en personne, car Chu lui a dit qu'il rembourserait tout, et c'est pour cette raison qu'il a été libéré. Lee Hakson était furieux de la manière dont Chu mentait effrontément en face d'eux sans broncher. Une veine de colère pulsait sur son cou, et dans sa tête, il maudissait ce jeune homme rusé. Chu savait simplement que s'il le prenait en flagrant délit de mensonge, son père surprotecteur, Yu Seong-kwan, ferait un scandale énorme. Chu demande à l'homme si une telle réponse conviendrait. On répond au jeune homme que oui, pour le moment, toutes ces réponses seront acceptées. Chu les remercie et dit qu'il doit s'éclipser. Le vice-président de Shonmu demande à Lee Hakson combien de temps ils devront encore croire à tous ces mensonges de ce gamin. Lee Hakson répond de manière sarcastique qu'il n'en sait rien, mais ils le croiront tant qu'il respirera. Le chef de la famille Shonmu fait remarquer que c'était un garçon étonnant et qu'il n'a presque pas ressenti sa force intérieure. Le vice-président hoche la tête affirmativement et dit qu'il a également remarqué cela. Le chef regarde par la fenêtre du grand bâtiment. Le chef dit que le dentian de ce garçon est complètement vidé. Le vice-président demande alors au chef s'il veut lui dire que Chu ne cache pas son Eigun, qu'il n'en a tout simplement pas. Mais le chef répond immédiatement en contredisant le vice-président, car lorsque Chu a arrêté l'attaque du garçon, il a ressenti une légère réaction. Ce qui signifie évidemment que pour sa pratique spirituelle, il utilise un autre emplacement que le dentian. Le chef de la famille Shonmu se demandait pourquoi le roi des épées et le roi dompteur des eaux s'intéressaient autant à un enfant sans raison apparente. Et il demande immédiatement à son adjoint pourquoi il ne laisserait pas simplement ce garçon près d'eux. Car bien que ce ne soit que son avis, il pense que cet enfant pourrait vraiment aider son adjoint dans son entreprise. À ces mots, le vice-président de la famille Shonmu commence à ouvrir un parchemin dans un étui rouge. Il prévoyait de rassembler des dragons cachés du monde entier et de les unir en une seule unité de combat, mais pour l'instant, leurs résultats étaient très décevants. Ceux qu'on pourrait appeler des dragons cachés sont généralement des descendants de familles de dragons, où ils sont la force motrice de leur famille. Il n'est donc pas si facile de les recruter. Un dragon caché est une personne qui n'a pas encore pu manifester pleinement sa génialité. Le chef de la famille Shonmu répond à son adjoint qu'au vu des paroles du médecin, Nam Gun-song pourrait bientôt atteindre un nouveau niveau. L'adjoint lui dit qu'il en a entendu parler et que le roi dompteur des eaux aurait pu l'aider. Mais soudain, le chef dit à l'adjoint « Et si nous considérions cela comme une réalisation de Yu Hyun ?» Le chef parle d'un jeune guerrier, issu d'une famille illustre, qui a survécu après avoir affronté seul les pirates du cachalot noir, même après avoir rencontré le roi dompteur des eaux. De plus, il est beau et a tout pour lui. Et il y a aussi une autre rumeur. En particulier, Nam Gun-song a atteint le niveau de ki éclatant parce qu'il était en présence de Yu Hyun tout ce temps. L'adjoint était étonné par ce que le chef venait de dire, car toutes ces pièces du puzzle semblaient s'emboîter. Yu Hyun était le lien qui les reliait tous. L'adjoint rit et dit que le chef devrait garder cela pour lui. Le chef répondit que c'était juste une suggestion pour la réflexion et que les détails du plan dépendaient entièrement de l'adjoint de la famille Shonmu. À ce moment-là, Chu était déjà arrivé dans la chambre de Nam Gun-song pour vérifier comment il se portait. Il poussa un soupir et dit au jeune homme que son apparence n'était vraiment pas à son avantage. Song éclata de joie dès qu'il entendit le nom de son oncle. Celui-ci se tenait à côté de son lit. En attendant, Nam Gun-song était entièrement bandé sur tout le corps. Et voilà.
Kaidushin entre dans la pièce avec un message, en l'occurrence un parchemin dans une housse rouge. Il dit à Song que peut-être lui aussi est ici pour rejoindre le groupe de dragons cachés. Alors, Kaidushin remarque le jeune monsieur Yu Hyun et lui dit qu'il est aussi ici, clairement sans s'attendre à voir le garçon ici. Chu roule les yeux avec lassitude et pense que maintenant c'est au tour de Kaidushin de le suivre partout. Chu se demande quoi faire, car il ne peut pas simplement le battre, et le problème ne concerne pas seulement lui, mais aussi les autres enseignants. À ce moment-là, Kaidushin s'approche du garçon et lui dit qu'il savait que le garçon était aussi intéressé par le groupe de dragons cachés. Kaidushin dit à Song de regarder qui est là, avec son ami maladroit Sadok, et aussi Murinto. À ce moment-là, Chu remarque quelque chose d'important, ce qui lui est très utile. Chu saisit immédiatement le parchemin, tandis que Kaidushin crie que le jeune monsieur ne doit pas voir ce document, car seuls les jeunes guerriers des clans justes de Murim y sont autorisés. Mais à ce moment-là, Chu se moque complètement de cela, car dès qu'il voit le document, il comprend que tous ces maudits enseignants sont mentionnés. C'était exactement ce dont il avait besoin à ce moment-là. Soudain, un homme crie en jurant parce qu'une vipère violette lui a mordu la main. Cet homme était Han Chonsu, membre de la famille Tan. Ensuite, il y avait Yoon Haeon, qui était l'épée immortelle du clan Udan. Il était appelé Udan, car il pouvait tenir une assiette Udan sur la lame de son épée sans la faire tomber. Après lui, il y avait Wongan, un moine Shaolin. Il était assis sous une cascade et disait qu'aujourd'hui, il était particulièrement tourmenté par des tourments intérieurs. Ensuite, il y avait Chagal Murin, qui était un stratège divin, que Kaidushin connaissait bien. L'homme disait que les étoiles étaient trop chaotiques aujourd'hui, apportant une mauvaise énergie. Chu pensait qu'en utilisant le prétexte du groupe de dragons cachés, il pourrait mettre tous ces maudits enseignants qui s'étaient moqués de lui sous son commandement. À ce moment-là, Chu imaginait déjà sa rencontre avec eux, et son cœur battait fort dans sa poitrine. Kaidushin lui-même ne comprenait pas, car il faisait apparemment chaud dehors en été, mais il ressentait des frissons. Namgun Song ressentait la même chose. Chu répondit immédiatement en demandant qu'il inscrive à la fois lui et Namgun Song dans le groupe de dragons cachés. Son regard était confiant et déterminé. Fin de la première saison.